Alors, vous êtes incontournable quand on parle d'Internet, du numérique et de l'éthique. Mais est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs? Je m'appelle Richard Steinman. À 83, j'ai lancé le mouvement logiciel libre en annonçant le projet de développer un système d'exploitation qui serait 100% composé de logiciels libres, sans une seule ligne de code privateur. Un logiciel est privateur s'il n'est pas libre, où le programme respecte la liberté et la communauté des utilisateurs, où il leur prive de la liberté. Vous auriez un exemple de logiciel privateur à nous donner? Windows, Mac OS, la moitié d'Android et tout le système des e-monstres d'Apple, ces systèmes sont plus ou moins privateurs. Mais moi, j'étais informaticien, j'étais programmeur. Je travaillais dans un laboratoire à MIT où nous utilisions un système d'exploitation libre développé principalement par nous. Mais au commencement, le logiciel libre existait partout. Mais 10 ans plus tard, tout ça était disparu, sauf à notre laboratoire. C'était une île de liberté dans un monde soumis au pouvoir des développeurs commerciaux du logiciel. J'ai dit, j'ai la possibilité de réussir à créer un monde libre, un monde informatique libre, où on utilise le logiciel libre et rejette le logiciel qui soumet les utilisateurs. Mais d'abord, je veux dire que pour chaque programme, il y a deux possibilités, où les utilisateurs ont le contrôle du programme, ou le programme a le contrôle des utilisateurs. C'est un choix. Oui, c'est un choix pour le développeur qu'il le fait ou libre ou privateur. Quand les utilisateurs ont le contrôle du programme, en ce cas, le programme respecte leurs droits de l'humain. La liberté, ça veut dire d'avoir le contrôle de ta propre vie. Ça veut dire des activités que tu fais dans ta vie. Mais si tu utilises un programme pour faire l'activité, tu as le besoin, pour le contrôle de l'activité, il faut le contrôle du programme. Donc, quand le programme est sous le contrôle de ses utilisateurs, ce programme respecte leur liberté, leur égalité et leur fraternité. Et comme ça, c'est du logiciel libre. Mais pour ça, concrètement, il faut les 4 libertés essentielles, 4 libertés concrètes. La liberté numéro 0 est d'exécuter le programme comme tu veux, pour n'importe quel but. La liberté numéro 1 est d'étudier le code source du programme et de le changer pour qu'elle fasse ton activité informatique comme tu veux. La liberté numéro 2, c'est de faire des copies exactes du programme comme tu l'as reçu pour les donner ou vendre aux autres quand tu veux. Et la liberté numéro 3 est de faire des copies de tes versions modifiées pour les donner ou les vendre aux autres quand tu veux. Quand le programme porte ces 4 libertés essentielles, les utilisateurs en ont le contrôle individuellement, c'est-à-dire séparément, et collectivement. Si vous n'utilisez pas d'ordinateur, vous n'avez pas de logiciel et vous n'avez perdu aucune liberté au logiciel. Mais si vous acquérez un ordinateur avec un programme installé, si ce programme est privateur, il vous prive de la liberté. Comme ça, vous avez moins de liberté
que quand vous n'aviez pas d'ordinateur. Mais si le programme respecte votre liberté, vous pouvez acquérir l'ordinateur sans rien perdre de liberté. Un programme est une œuvre écrite, un texte qui existe dans des copies. On peut en faire des copies si personne ne l'empêche. Et comme ça, on peut donner pour acquis que le programme existe dans des copies, qu'il est possible de le copier. La question est si vous êtes permise de le copier. Donc, si vous avez un programme et vous ne pouvez pas le copier, c'est un obstacle artificiel qui a été imposé. Et la première injustice d'un programme privateur, l'injustice de base, c'est que le programme a le contrôle des utilisateurs et le propriétaire a le contrôle du programme. Donc, ce programme privateur est un instrument de son pouvoir injuste sur les utilisateurs. Mais cette injustice qui est inévitable, qui est présente chez chaque programme privateur, parce que c'est la nature d'être privateur, d'habitude mène aux autres injustices, séparées et faites exprès par le développeur. Les développeurs du privateur d'habitude introduisent des fonctionnalités malveillantes dans leur programme. Quelles sont-elles, par exemple? D'espionner ce que fait l'utilisateur, de restreindre ce que puisse faire l'utilisateur. Il y a des portes dérobées pour attaquer ou faire des problèmes pour l'utilisateur. Et il y a aussi la censure. Je peux utiliser l'escroquerie d'Amazon comme exemple. En anglais, ça s'appelle The Amazon Swindle. Swindle? Oui, pas de nom officiel. Le nom officiel est Kindle. Mais c'est plutôt un swindle, une escroquerie. Parce que son but est d'enlever aux lecteurs les libertés traditionnelles des lecteurs. Ce produit espionne l'utilisateur 100%. Toute chose que l'utilisateur fait avec le swindle est espionnée. Le produit transmet de temps en temps le titre du livre qui se lit au serveur d'Amazon et le numéro de la page qui se lit. Et aussi si l'utilisateur souligne du texte ou entre des notes transmises à Amazon. Donc c'est la surveillance orwellienne de la lecture, pas de vie privée. Donc ils peuvent savoir si on a lu le livre jusqu'au bout, oui. si les passages qui nous ont intéressés, les oui, questions oui. Alors que normalement le livre est justement un instrument de liberté, d'esprit critique. Pas avec l'escroquerie d'Amazon. Aussi, il y a les fonctionnalités pour restreindre l'utilisateur, pour que l'utilisateur ne puisse pas faire quelque chose. Et il ne s'agit pas de la manque d'une fonctionnalité, non. Il développe délibérément les fonctionnalités pour rendre impossible de faire ce que l'utilisateur voudra faire, comme par exemple donner ou prêter ou copier. Une porte dérobée signifie que le programme ou le produit attend toujours de recevoir une commande à distance pour faire quelque chose à l'utilisateur, qu'il le veut ou pas. Par exemple, l'escroquerie d'Amazon contient une porte dérobée pour supprimer les livres, pour les effacer les copies dans le produit. Et il n'y a pas de manière de chercher des portes dérobées par l'analyse. La seule manière de connaître la présence d'une porte dérobée dans un programme est par observation de son fonctionnement. En 2009, beaucoup d'utilisateurs ont observé que Amazon a supprimé à distance des milliers d'exemplaires d'un livre
dans un grand acte orwellien. Et c'était quel livre? C'était 1984 de George Orwell. Quelques-uns ont vu disparaître leur copie pendant la lecture. Ils étaient en train de lire et pouf, rien. Et puis, suite à beaucoup de critiques, Amazon a dit qu'il ne le ferait jamais plus sauf sous ordre de l'État. Et ce n'était pas vrai. C'était un mensonge. Il a continué, c'est ça que vous Oui. voulez dire? Quelques ans plus tard, Amazon est revenu à supprimer des livres à distance, même sans ordre de l'État. Windows contient aussi une porte dérobée universelle. Il possède ce pouvoir depuis Windows Vista d'imposer des changements par la force à distance. Pour rejeter l'idée du logiciel qui élève les développeurs au niveau de maître sur les utilisateurs. Mais je n'ai pas de pouvoir par le logiciel que j'ai développé. Parce que ce pouvoir existe chez le logiciel privateur, parce que c'est le développeur qui a le contrôle du programme et le programme qui a le contrôle des utilisateurs. Mais chez le logiciel libre, ce sont les utilisateurs qui ont le contrôle, pas nous. Nous sommes des utilisateurs qui contribuent. Et donc, nous n'avons pas plus de pouvoir que n'importe qui. Et ça nous protège d'être corrompus. Les développeurs du privateur, pourquoi est-ce qu'ils d'habitude introduisent des fonctionnalités malveillantes? Parce qu'ils ont reconnu leur pouvoir sur les utilisateurs et ce pouvoir les a corrompus. Ils ressentent toujours la tentation d'imposer des fonctionnalités malveillantes aux utilisateurs pour gagner plus d'argent aux dépens des utilisateurs. Et comme ça, nous sommes protégés par la manque de pouvoir sur les autres. Voici l'égalité. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, c'est évident, mais pourquoi égalité? Parce que dans la communauté libre, à travers un programme libre, personne n'a du pouvoir sur personne. Il ne suffit pas que les utilisateurs puissent regarder le code. Il faut que les utilisateurs aient le contrôle du code. Et parce que beaucoup d'utilisateurs ne savent pas programmer, la majorité ne sait pas programmer, mais c'est pour ça que le contrôle collectif est essentiel. Ça veut dire la liberté de collaborer avec d'autres utilisateurs en faisant ensemble des changements. Et si dans le groupe qui se collabore, il y a quelques programmeurs, eux, ils peuvent écrire les changements, mais le groupe entier peut choisir les changements à faire. Ça veut dire que même les utilisateurs qui ne savent pas programmer peuvent participer dans les décisions sur les changements et comme ça exercer du contrôle sur le programme. Parce que tout utilisateur mérite ce contrôle, même les utilisateurs qui ne savent pas programmer et ne veulent pas l'apprendre parce qu'ils ne sont pas doués dans la technologie et ils font d'autres choses. C'est légitime, c'est normal dans la vie. La programmation est une spécialité de travail. Pas besoin que tout le monde sache programmer, mais tout le monde mérite le contrôle de son informatique. Chacun est libre de faire des copies pour distribuer aux autres. Et ils sont libres aussi de collaborer faire des changements. Voici la fraternité. Le logiciel libre est une question que je peux résumer en 3 mots. Liberté, égalité, fraternité. Les droits de l'humain.